Un doux soleil s'est levé sur le royaume d'Antasia. Préparez votre thé, café ou chocolat, car voici venue l'heure du réveil des enchanteurs. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui, mes très chers enchanteurs, mystère et magie, on réveille l'enchanteur qui est en nous ce matin, et comme tous les matins. C'est le réveil des enchanteurs, bienvenue parmi nous. Venez nous rejoindre sur le chat, on papote, ça danse, ça chante. Il y a Michel qui est là, qui vient d'arriver. Il y a Isilionne, yeah. Il y a aussi Clandulacra. Et les petites poussières d'étoiles. Allez. Il y a Robert qui est là également. Waouh, rock'n'roll. Et il y a Abyss qui est là, on fait plein de bisous. Il y a aussi Chassam qui est là. Coucou à toi Chassam. Venez nous rejoindre mes très chers enchanteurs. Eh bien pour le réveil des enchanteurs. Et donc ce matin, et oui ça y est, nous sommes au mois de novembre. Voilà, on est dans le mois de la saison sombre. Et en plus, en ce 2 novembre, aujourd'hui, c'est un anniversaire. C'est l'anniversaire de Luc Arbogast. Je ne sais pas si vous le saviez. Donc, happy birthday, Luc Arbogast. Et pour l'occasion, on aura effectivement l'envie, le souhait d'écouter quelques morceaux de Luc Arbogast. D'ailleurs, la première chouette chanson, c'est celle de Luc Arbogast. Vous allez voir, vous allez entrer dans l'univers enchanté de ce magnifique artiste. Donc, ce matin, mes très chers enchanteurs, bien sûr, il y aura la guidance féerique. Il y a une petite particularité. J'ai acheté un nouvel oracle, vous verrez, c'est assez sympa, c'est très original, ça va changer un petit peu. Il va y avoir également Marirou qui sera parmi nous ce matin à partir de 10h30 pour sa chronique. Vous savez, Work in progress, ça y est, j'ai un bug. Work in progress. Et là, elle va nous parler donc du thème de la culpabilité et comment l'appréhender et surtout comment arriver à s'en libérer. Donc c'est juste magnifique. On aura aussi Mimi Mireille avec sa chronique Retour vers le passé qui nous parlera de Jean Ier le posthume. Aujourd'hui, place au Moyen-Âge, je peux vous le dire. On aura également Alexandra Gallo, et oui, qui nous parlera d'une magnifique Morgane, la Morgane sage, on l'appelle la sage. Tout un programme, vous verrez, c'est vraiment très 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 beau ce qu'elle propose, notre merveilleuse Alexandra, donc qui sera en direct avec nous aux alentours de 11h30. Et enfin, j'ai reçu un petit message de Lunaya. Lunaya est à Anton et Trigonan en Dordogne. Elle se trouve au marché des sorcières. Donc elle nous fait plein de gros bisous. Elle sera parmi nous en direct à 13h45 pour la deuxième émission, vous savez, le JT des sorcières, pour pouvoir nous faire un petit coucou en direct de là-bas. Donc si vous voulez écouter, eh bien, le JT des sorcières, eh bien, vous pourrez entendre Lunaya. Et ça, c'est juste magnifique. Sinon, j'espère que vous avez passé un bon Samhain Halloween. Vous n'avez pas eu trop peur de la chasse sauvage. À ceux qui étaient à l'écoute de Radio Antasia cette semaine, entre 10h et midi et 16h et 18h, ils ont pu entendre la préparation du sabbat de Samhain. Et vendredi, j'ai parlé de la chasse sauvage. Donc, si vous ne connaissez pas, tapez sur internet la chasse sauvage, vous comprendrez tout. Je pense qu'il y a une émergence par rapport justement au fait qu'on se déguise à Halloween. Ah oui, je pense. Bref, aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois et donc c'est aussi le petit cadeau du mois. Donc si vous avez ouvert la newsletter, vous pouvez encore l'ouvrir la newsletter, vous allez pouvoir être tiré au sort ce matin pour gagner le petit cadeau du mois. Et le petit cadeau du mois, c'est un livre de votre choix. Et oui, rien que ça, vous vous rendez compte. Donc, un livre de votre choix. Voilà, vous choisirez celui que vous voulez et vous l'enverrez et je vous l'enverrai à la maison. Donc, il ne faut pas que le cadeau dépasse, bien sûr, 20 € avec les frais de port. Et enfin, avant qu'on débute officiellement l'émission, je voulais remercier 3 merveilleux enchanteurs. Et oui, j'ai reçu, tout récemment, cette semaine, des dons magiques. Donc, je voulais remercier grandement, vraiment, Abyss. Merci beaucoup pour ton joli don. Je voulais remercier également Erlina pour ton très, très joli don aussi.
Hop hop hop, et Mandralol pour son merveilleux aussi joli don. Vous êtes vraiment des enchanteurs, donc n'hésitez pas, voilà, si vous voulez nous donner un petit coup de pouce et voilà, participer, eh bien allez sur notre page Tipeee, hein, vous verrez sur notre site officiel, il y a la page Tipeee, donc vous cliquez dessus, on vous donne un petit don et puis hop, vous aidez pour l'évolution de la radio, pour payer tout ce qu'il y a à payer. Nous en contrepartie, en cadeau, eh bien on vous offre accès à tous nos replays. Alors c'est parti mes très chers enchanteurs pour une matinée d'enchantement et de folie en cette saison sombre. C'est parti, on y va. Allez, Radio Antasia, c'est la radio des enchanteurs. Mais oui, mais oui. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui, mes très chers enchanteurs, mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est au fond de toi, que c'est beau. Alors, eh bien c'est 10h30 et place à la chronique de notre merveilleuse Marie-Rouille. On fait plein de coucou à Pascal qui est sur le chat. Coucou Marie-Rouille. Coucou tout le monde, coucou les auditeurs, coucou Alina. It's time. It's time, comme tu dis, ouais. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Comment allez-vous tout le monde? Comment tu vas Alina? Comment s'est passé ce semaine? Est-ce que tout le monde va bien? Bah écoute, tout le monde a l'air d'aller bien. On échange, on papote. Lunaya, elle, je sais pas si t'as entendu, elle est en Dordogne. Elle s'éclate au marché des sorcières. Il y a les enchanteurs. Il y a plein de marchés de sorcières, c'est génial. Ah oui, c'est top hein, pour ce week-end d'Halloween. Et puis on a Pascal qui est là. Pascal, tu seras avec moi tout à l'heure, hein, n'oublie pas. Des fois Coucou, on oublie. Eh bien, alors aujourd'hui, on va parler de culpabilité. Ah. Qu'est-ce que c'est que cette culpabilité? Comment on peut l'appréhender? Comment on peut essayer de s'en libérer? C'est pas évident, hein, vous allez voir, c'est vraiment pas évident. Et on va voir aussi les différents types de culpabilité qu'il existe. Est-ce que tu savais, Lina, qu'il existe 3 formes de culpabilité ou de comportements liés à la culpabilité? Alors non. Alors, on a tous, on éprouve de la culpabilité. Si on n'en éprouve pas, c'est qu'on est asocial. Donc, oui. il vaut mieux en avoir. Déjà, c'est pas mal. Voilà, ça, c'est bien. Ça fait remonter l'estime de soi aussi. Oui, et ceux qui n'éprouvent pas de culpabilité, ce sont des êtres qui n'éprouvent pas d'empathie. Ce sont des êtres aussi qui sont antisociales, en fait, hein, qui ont du mal aussi à avoir des émotions. Donc, ça peut être un syndrome comme ça aussi. Donc, il vaut mieux en avoir finalement. Donc, c'est un sentiment de culpabilité. Ça, c'est la première des formes de culpabilité qu'il existe. Et on en éprouve tous, on va voir à différents degrés. Oui. Après, on parle des 5 blessures émotionnelles. Ça, oui. Parmi ces 5 blessures émotionnelles, on pourrait en rajouter une 6e, qui serait celle de la blessure de culpabilité, parce qu'elle est liée beaucoup, on va le voir, au sentiment de honte, au sentiment d'humiliation. C'est quelque chose d'encore plus profond. Et après, il y a une troisième, un troisième comportement qui est lié à la culpabilité, une troisième forme de culpabilité, pardon, c'était le terme que je cherchais. C'est un terme un peu anglo-saxon, mais bon, c'est très récent, une étude qui date d'à peu près 10-15 ans. On appelle ça le guilt complexe. Le complexe du coupable, voilà. Et ça, on va voir, c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose contre laquelle beaucoup de personnes qui se sentent coupables se battent, mais pratiquement au quotidien, parce que ça les ronge, parce que c'est très difficile à vivre, et parce qu'ils sont remplis de culpabilité. On va voir que parfois, c'est une culpabilité qui est dans notre tête, en fait, et qui n'existe pas réellement. On n'est pas vraiment coupable. On va voir comment on peut se libérer de tout ça, et qu'est-ce qu'on peut faire, les moyens qu'on peut avoir pour y arriver. Et avant d'en arriver là, moi, j'aurais voulu voir avec vous, pour définir au mieux la culpabilité, pour bien connaître cette culpabilité, pour la reconnaître. Ça, c'est une des premières étapes dans le cheminement de lutte contre la culpabilité, c'est la reconnaître. Alors, comment on peut la reconnaître? Eh bien, c'est l'état de quelqu'un qui se sent coupable, en tout cas, d'une infraction ou d'une faute. Culpa, en latin, ça donne le mot coupable, ça vient de faute à l'origine. Hein. Donc, c'est soit une faute qui a été commise réellement, soit c'est quelque chose dont on se sent coupable, dont on se sent responsable. On va voir que la responsabilité et la culpabilité sont différentes aussi. Et donc, c'est quelque chose qui existe quand même. Et c'est quelque chose, si il n'y a pas de responsabilité de notre part, c'est quelque chose qui n'existe pas et qui existe par conséquent dans notre tête. Et donc, ça fait écho à d'autres choses intérieures qu'on va voir
après qu'on va développer. C'est donc un sentiment de faute qui est ressenti par tout le monde, hein, par un sujet, et que celle-ci soit réelle ou imaginaire. C'est un sentiment d'inquiétude, de malheur qu'on peut éprouver parce qu'on a soit mal agi, soit on a mal pensé aussi. Des fois, rien qu'en penser, certaines personnes culpabilisent aussi. Et en général, on se dit qu'on a fait du tort à quelqu'un ou qu'on est du mauvais côté de notre échelle des valeurs. C'est-à-dire que on peut se sentir, je sais pas, on s'est disputé avec quelqu'un, on a eu des mots très durs, eh ben on culpabilise. Voilà, c'est ça aussi, culpabiliser en pensée. Ça, c'est dur, hein. C'est dur, mais est-ce que jusqu'où va notre responsabilité là-dedans? C'est ce qu'il faut toujours se poser comme question. Tu parlais de ça en me disant c'est dur, mais parce qu'on se sent responsable de quelque chose que... disons qu'on s'est excité, on a dit des mots qui ont dépassé notre pensée, mais en même temps, si c'est sorti, c'est que ça devait sortir. Voilà, mais c'est sorti maladroitement. Il faut chercher à réparer, exactement. Donc, c'est la culpabilité, c'est un ressenti qui est vraiment émotionnel, qui est très fréquent, hein, tout le monde l'a, et je vous l'ai dit en tout début d'émission, si vous n'en éprouvez pas, c'est que vous n'êtes pas doté d'empathie du tout, et par conséquent, faut aussi se poser des questions si on a basculé du côté obscur, c'est-à-dire, est-ce qu'on est quelqu'un d'antisocial aussi? Bon, je vous rassure, c'est très rare quand même, hein, les gens qui n'éprouvent pas de culpabilité. On trouve ça chez c'est un syndrome aussi, hein, les psychopathes. Le manque d'empathie, les psychopathes, les sociopathes, les antisociaux, etc. Et il y en a, hein, malheureusement, il y en a beaucoup, mais enfin beaucoup. Il y en a beaucoup moins que les gens qui éprouvent de la culpabilité, tout simplement, on va dire, entre guillemets, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Il y a plein des messages pour toi. Alors, on a Claude Lacra qui dit « Penser que tu as mal fait ». Robert dit « La technique la plus répandue actuellement est de se victimiser, de chouiner et de prétendre que c'est la faute de quelqu'un d'autre ». Claude Lacra qui rebondit, qui dit « Estimer que tu es responsable d'une mauvaise gestion ». Abyss dit « Ou parfois on prend les choses pour nous alors que ce n'est pas du tout le but de la personne en face ». Il y a un peu de tout ça. Pourquoi ? Parce que c'est un mélange de honte, de tristesse, de mépris de soi-même parfois aussi, de colère, où le regard qu'on porte sur l'autre et sur soi-même joue beaucoup. Donc forcément, ça va être interprété de ces façons différentes-là. C'est un sentiment en général de faute, hein, que l'on ressent tout simplement. C'est une émotion qui est née de l'écart existant entre ce que l'on veut être idéalement et les actions que l'on fait réellement. C'est une lutte constante entre ce soi idéal qu'on souhaiterait devenir, qu'on souhaiterait être pleinement, et ce soi qu'on n'est pas, puisqu'on est faillible, hein, puisqu'on est humain après tout. Donc, et c'est une lutte. Et pour certaines personnes, ça peut aller très loin, cette lutte, parce que la culpabilité, elle peut avoir un effet paralysant. Elle peut donner l'impression d'être incapable d'avancer. Elle nous tire plus vers l'arrière que d'aller de l'avant, par exemple. Hein. Mais en même temps, tu dis toi-même que ça nous rend beaucoup plus humains et empathiques d'en avoir. Bien sûr. Donc voilà, comme j'ai dit en début d'émission, il y a trois. Mais exactement, mais c'est vrai, mais bien sûr. Mais il y a trois sortes de culpabilité. Voilà, c'est celle qui nous rend humains vraiment. C'est celle qui nous rend responsables, celle qui nous dit, on va réparer ce qu'on a fait parce qu'on se sent coupable ou parce qu'on est coupable vraiment. Hein. Bon, si t'as commis un vol, si t'as, voilà, je veux dire, voilà. Donc, il y a des choses que tu peux réparer. Donc, ce sentiment d'être humain, en fait, il te porte aussi à aller vers le haut. Donc, on voit ça comme ça de ce côté-là, en tout cas, quand tu veux essayer d'avancer. Et par contre, quand tu vas essayer d'avancer et que tu n'y arriveras pas, parce que justement, ton côté humain, parfois, il va être floué par tout ce que tu ressens de mauvais en toi. Tu vas te victimiser. Il y a quelqu'un dans le chat qui disait ça tout à l'heure. Et justement, c'est une posture que tu vas adopter parce qu'elle va te confondre dans un état de confort, justement. Et c'est plus facile de se victimiser dans ces cas-là et de pas avancer. Mais en attendant, ça ne te fait pas avancer, ça te mène en arrière. Et puis après, il y a un autre comportement qui te place dans ce qu'on appelle aujourd'hui le guilt complexe. C'est la personne qui lutte constamment parce qu'elle croit qu'elle est responsable de tout, parce que parfois elle se prend pour un justicier aussi, elle aime prendre responsabilité comme ça et avoir l'ascendant peut-être
quelque part quand même sur les autres, sur son entourage, sur ses proches, etc. Donc tu vois, c'est quand même, il y a quand même plusieurs penchants dans la culpabilité, et plusieurs dérives, on pourrait dire même plusieurs dérives, mais qui font partie de toutes les facettes de l'être humain. Donc, il y a Bis qui rebondit sur tes propos. Elle dit, il y a aussi la peur de recréer des chemins qu'on a vécus ou vus. Et tout à fait, on va y revenir. Oui, Ouais. tout à fait, on va y revenir tout à l'heure. Tout à fait. C'est pour ça qu'en début d'émission, je disais, on va décortiquer tout ça, parce que parfois, c'est un long cheminement, justement, qui a été parcouru depuis l'enfance, avec des peurs, des angoisses, des craintes, la façon dont on nous a éduqués, la façon dont on nous a appris des règles à l'école, voilà. Donc, et c'est vrai que c'est des trucs qui sont vraiment enfouis. Il faut aller creuser. Parfois, c'est pas facile. Tu disais, je t'ai coupé, pardon. C'est pas grave. Et elle rebondit, elle dit, et parfois, par mimétisme profond, on peut recréer une gaffe que justement on ne voulait pas faire, et ça fout les boules, ça donne un conflit interne de flûte. Je ne voulais pas faire ça, et je l'ai quand même fait, égal, je suis nulle. Et c'est vrai, oui, tout à fait. On Mais se rend c'est malade. vrai, mais ça fait partie aussi du processus à intégrer pour changer cet état d'esprit-là, pour changer, voilà, pour veiller à ne pas refaire cette même erreur en se disant je suis nulle. Voilà. Il y a tout un tas de questionnements. On va le voir, on va le voir assez rapidement, mais on va le voir dans la suite de ce que je vais vous avancer. Donc, que faire envers un sentiment de culpabilité? Parfois, ça cache autre chose, et prendre du recul. C'est là que ça s'avère nécessaire par rapport à ce sentiment. S'interroger aussi pour mieux comprendre ce qui nous fait nous sentir coupables, en fait. Donc, on va s'imposer un temps d'arrêt qui permet d'identifier et d'analyser ce que l'on peut faire avec ce ressenti. On peut aussi, par exemple, décider de donner une réponse différente, comme si on devenait l'auteur d'une réponse adéquate à une situation donnée. Et après, ce qu'on peut faire, et c'est ce que je conseille de faire d'ailleurs, c'est un questionnement éclairé, c'est-à-dire comparer le sentiment de culpabilité vécu avec notre responsabilité réelle. J'espère que je suis claire dans ce que je dis, si c'est pas trop long. Donc les questions qu'on pourrait se poser, par exemple, dans ce questionnement éclairé, c'est de quoi est-ce que je me sens coupable? Pourquoi est-ce que je me sens coupable? Il y a 5 questions à se poser, en fait. Pourquoi est-ce que je me sens coupable? C'est la deuxième question. La troisième question, c'est que dois-je faire pour ne plus me sentir coupable? La quatrième question, ce serait quelles sont mes autres options? Si je me sens coupable, je peux, par exemple, m'excuser. Si j'ai fait une faute, je peux la réparer. Voilà, tout ça, c'est les options qu'on peut avoir. Si je suis réellement, coupable, et dans ce cas-là, je suis responsable. Si je n'ai pas de responsabilité, dans ce cas-là, c'est dans ma tête que s'est créée la culpabilité. Donc là, c'est comment transformer ma culpabilité, c'est la cinquième question, comment transformer ma culpabilité en responsabilité. Voilà, c'est pour ça que c'est très important d'avoir on appelle ça un sentiment, un questionnement éclairé, mais c'est pour bien prendre du recul et pour bien prendre conscience de sa culpabilité et de sa responsabilité, ou juste d'une culpabilité qu'on croit être et qui n'existe pas dans le fond, quoi. Parce que la responsabilité, pourquoi c'est important par rapport à la responsabilité? Parce que la responsabilité, c'est l'obligation que l'on se donne d'être garant de quelque chose et de tenir ses promesses. Ça, c'est une responsabilité. Je suis maman, j'ai un enfant, je me suis fait la promesse de le mener vers le haut, de le mener au mieux, de l'éduquer au mieux, etc. C'est surtout, d'ailleurs, c'est bizarre parce que c'est surtout chez les femmes qu'on va retrouver ce sentiment de culpabilité plus que chez les hommes. On est en 2025, mais malheureusement, on a encore des efforts à faire de ce côté-là. C'est plus les femmes, c'est plus féminin que masculin. Je ne sais pas si nos auditeurs du chat masculin vont adhérer à ce que je dis. Mais il se trouve que dans les statistiques, c'est quand même plus les femmes qui ont ce gros sentiment de responsabilité, surtout par rapport à l'éducation des enfants. Et donc, par rapport à ce que je disais à la responsabilité, c'est l'habilité aussi, quand on se sent responsable, à répondre vraiment adéquatement à une situation donnée. Il s'agit de prendre la responsabilité pleine
et entière de ses actes. Donc là aussi, ça fait partie du processus pour reconnaître sa culpabilité, si elle est réelle ou pas, donc si on a vraiment une responsabilité ou pas. Si on ne se pose pas trop de questions, c'est quand on tend à chercher sa responsabilité, c'est que dans le fond, on n'est pas vraiment coupable et c'est dans notre tête que s'est créé ce jugement. Et dans ce cas-là, ça dénote d'autres choses, ça découle d'autres choses. On va le voir un petit peu, on va un peu plus creuser pour savoir de quoi ça parle exactement. Contrairement à la culpabilité, la responsabilité, elle redonne du pouvoir. Elle mène vers l'action et elle crée le changement. Et c'est ça qu'il faut aussi intégrer quand on est dans ce cheminement de recherche et de questionnement éclairé par rapport à par rapport au sentiment de culpabilité qu'on ressent. Ce qui est important, c'est justement de reconnaître sa responsabilité ou pas pour aller vers l'action et créer le changement et l'intégrer de façon à ce que tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait mais comment faire quand on se sent nul, quand on répète ce schéma, etc. Pour éviter justement de se sentir nul et de répéter ça. Il faut l'intégrer, quitte à le noter sur un carnet, quitte à avoir... il faut vraiment l'intégrer. Donc c'est quelque chose que malheureusement on répétera quelques fois et c'est seulement au bout de quelques fois qu'on arrivera à vraiment se dire est-ce que je suis responsable ou est-ce que je suis vraiment responsable ou pas. Et comme ça, on ressentira pas d'impuissance et on recadre les circonstances de ce qui est réellement possible de faire dans sa responsabilité ou pas. Voilà, tout cela va nous procurer un sentiment de devoir accompli au final, quoi. Il y a Isiliane qui rebondit par rapport à ta question, homme-femme, au niveau de la culpabilité. Oui. Il dit « Je crois surtout qu'une femme sera plus encline à exprimer ses émotions qu'un homme ». Donc, on parlait de l'empathie aussi en début d'émission. Bon, je ne sais pas si c'est une statistique aussi. Les femmes seraient plus empathiques que les hommes. Bon, je ne sais pas. La nature fait que, je ne sais pas, peut-être c'est dû à tout simplement un truc chimique qui va de la procréation. Les femmes elles procréent, voilà, donc c'est peut-être dû à ça, je sais pas, parce que justement la culpabilité, elle rend plus responsable. C'est pour ça que c'est très très intéressant la responsabilité mise en face de la culpabilité. Tu vois ce que je veux dire? Totalement, oui, la responsabilité, oui. C'est vrai que ça va ensemble en fait. Les autres questionnements éclairés qu'on peut se poser aussi quand on ressent de la culpabilité, c'est quel a été vraiment mon rôle face à la personne, parce que souvent c'est face à une personne, face à la personne que j'ai aidée et qui me fait culpabiliser. Jusqu'où je dois aller pour justement ce qui entraînera ma responsabilité ou pas. Où commence et où s'arrête la responsabilité de l'autre aussi? Est-ce que c'est responsable d'aller jusqu'au bout de ses forces pour aider l'autre? Voilà, ça aussi, il faut qu'on arrive à surpasser ça, parce que c'est très important de se fixer des limites. J'en parle très souvent dans les working process, se fixer des limites et les fixer aux autres. Alors, se fixer une limite par rapport jusqu'où on est capable d'aller, voilà. J'engendre ma responsabilité, mais jusqu'où je vais aller? À un moment donné, faudra arrêter de culpabiliser aussi et de se sentir coupable ou responsable. Donc, jusqu'où je peux aller? Ça aussi, c'est très important. C'est dans le questionnement éclairé qu'on doit se poser. Le contraire de la culpabilité, c'est l'innocence. Donc ça veut tout dire, tu vois. C'est vraiment voir avec les yeux d'un enfant, quoi. Vraiment, c'est ne pas trop se poser de questions. Et comme l'enfant, quand il a fait une erreur, il est puni. Bon, ça passe par là aussi, malheureusement, la culpabilité. Il est puni parce que c'est la conséquence de ses actes, ou pas. Mais en tout cas, il pardonne, puisqu'après, si c'est la maman qui l'a puni, par exemple, il pardonne à sa maman parce qu'il y a de l'amour, évidemment. Donc, il y a l'acte de pardonner qui fait partie du processus aussi. Et en même temps qu'il pardonne, il passe à autre chose très, très facilement, l'enfant. Voilà. Donc, rappelez-vous de ça, le contraire de la culpabilité, c'est l'innocence. Donc pensez à ces yeux d'enfant. Selon Freud, la culpabilité, elle résiste de l'angoisse de notre petit moi face aux exigences de perfection du surmoi. Donc ça touche aussi à l'ego, évidemment, de la conscience morale. En fait, plus nous voulons être sans défaut, aimable, bien vu, en fait, tout simplement, plus ce juge intérieur qui est en nous tourmente et nous incite à nous sentir encore plus petits. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Les synonymes de la culpabilité, vous allez voir, c'est un peu,
C'est l'abjection, l'auto-accusation, l'autopunition, le déshonneur, la faute et l'infamie. Donc on est fort, vraiment hein. dans quelque chose de vachement tordu quand même. Ouais, c'est fort l'être quand même. humain. Hein. Ouais. Tu disais, pardon? Je disais, c'est fort en fait, hein, ces mots-là. Ben oui, quand on entend abjection, Ouais. c'est parfois du rejet de soi-même. Donc là aussi, ça va rejoindre un petit peu les blessures émotionnelles qu'on connaît. Hein. Mm. Ce qu'entraîne la culpabilité, c'est qu'elle peut avoir des manifestations mentales et physiques, la tristesse, l'anxiété, elle peut être viscérale ou entraîner une accélération du rythme cardiaque, une respiration ou une gorge sèche. Voilà, on peut tous ressentir de la culpabilité quand nous croyons que nous avons fait quelque chose de mauvais ou commis une erreur, mais ça peut se manifester aussi quand nous croyons ne pas avoir fait quelque chose que nous aurions dû faire. C'est vachement complexe quand même, hein, parce que soit tu as fait quelque chose, tu te sens responsable, tu te sens coupable, etc. Soit tu n'as rien fait, tu te sens coupable aussi. Donc c'est là la culpabilité, elle est vraiment installée surtout quand on n'a rien fait d'ailleurs, et on va ressasser des pensées sur ce que nous aurions dû faire Tout à ou ne fait. pas faire. Et oui, parfois aussi, si on réagit vraiment de la mauvaise manière, là, on est vraiment coupable pour le coup. La culpabilité, c'est une réponse naturelle qui nous incite à essayer de présenter, par exemple, nos excuses ou de réparer les dégâts causés. Tout ça, ça passe par la responsabilité, encore une fois. La culpabilité, elle suppose des pensées vraiment négatives, autocritiques. Je vous les ai données dans les synonymes. Donc d'auto-accusation, d'auto-punition aussi, et c'est les fameux j'aurais dû, je n'aurais pas dû, ça va, et la conclusion ça va être je suis nul, tu vois ce que je veux dire, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis en plus, Ces si de l'autre pensées, côté, ça en rajoute une couche, hein, c'est sûr que ça mais aide pas. voilà, Hein. Mm. ces pensées elles peuvent nous amener à nous considérer comme des personnes mauvaises, irresponsables, peu méritantes, parfois égoïstes aussi, hein, puisque on, en se victimisant, très souvent, on adopte la posture de quelqu'un d'égoïste. C'est bizarre, ça peut paraître très bizarre, mais on adopte cette posture-là inconsciemment. Quand on se sent coupable, notre réponse naturelle, c'est de faire quelque chose pour contrebalancer ce sentiment. En Est-ce d'autres termes, nous voulons réparer les dégâts. Voilà. Est-ce que, excuse-moi, je te coupe, mais dans Oui. tes recherches, est-ce que tu as pu aussi percevoir qu'il y avait toujours un certain schéma qui se répétait, toujours même type de personnes qu'on pouvait rencontrer, Oui, et qui ça, pouvaient c'est nous mettre... la forme de culpabilité dont je parlerai au dernier d'accord. moment, c'est la guilt complexe. Ça s'appelle comme ça, le guilt complexe. Tu vas voir, on va le développer aussi. D'accord. Quelle réflexion on peut se faire aussi quand on éprouve de la culpabilité. On a vu tout le questionnement éclairé qu'on pouvait faire. Et après, il y a des phrases types comme ça. Je ne devrais pas être ici, je ne mérite pas le respect des autres. Là, pour contrebalancer ça, on peut se dire, il est normal pour moi de ne pas me sentir à ma place parmi ces gens, mais en même temps, je me soucie d'eux. Donc, je mérite ma place ici autant qu'eux. Là, c'est en fait ça, relativiser sa culpabilité, tu vois. Mm. Quand on se dit, j'aurais dû être plus sensible, je suis une mauvaise personne. Ben, pour contrebalancer ça, on peut se dire, j'ai fait de mon mieux pour être respectueuse et compréhensive. Quand j'ai dit non, par exemple. Ben, j'ai dit non, mais en même temps, j'ai été compréhensive et j'ai pas été j'ai pas à me sentir si coupable que ça. Quand on se dit, je suis irresponsable, cette personne-là n'en était pas capable, je l'ai accablée. Eh ben, là, on engendre cette responsabilité, donc je vais m'excuser et prendre le temps de tout expliquer à la personne sans la blesser. Quand il y a une autre phrase de ce genre-là, j'ai laissé tomber tout le monde, j'ai commis une erreur. Là, c'était que, pour contrebalancer ça, on peut se dire, le projet était énorme et je peux mieux faire. Je peux cependant aussi reconnaître que j'ai fait de mon mieux aussi et que je vais réunir les gens qui sont concernés à cause de mon erreur et discuter avec eux des options possibles. Ça, c'est par exemple au travail que ça pourrait arriver. Une autre phrase type comme ça, j'aurais dû être plus compréhensif. Ben là, pour contrebalancer ça, on peut se dire, je devrais prendre des mesures pour rectifier cette situation. Donc, je vais proposer encore d'autres options à cette personne. On propose toujours quelque chose d'autre. Il faut se souvenir que la culpabilité, elle n'est pas forcément, comme je vous l'ai dit aussi en début d'émission, elle n'est pas forcément rationnelle. Elle est juste parfois dans notre tête. Et c'est à ce moment-là, on est dans l'erreur aussi, d'ailleurs, parce que c'est notre juge intérieur qui nous condamne coupable. Donc la vraie question à se poser, c'est ai-je été réellement égoïste
et c'est pour ça que j'ai agi comme ça, ou est-ce que cela fait simplement partie de la relation que j'ai définie avec cette personne, tout simplement. Alors, des Si, fois, tu sais, il oui, suffit juste de dire non une fois, parce que tu as toujours dit oui, pour qu'après coup, il y a un truc qui se passe, tu et te que tu sens, sois mal vu, voilà, tu te sens coupable. c'est le Euh, risque à prendre. et j'ai Pascal, je voulais rebondir avec le message de Pascal qui nous demande si les remords, c'est la même chose, en fait, que la Oui, les culpabilité. remords font partie de la culpabilité, bien sûr. Et très souvent, les remords engendrent la culpabilité aussi, bien sûr. Mais ça, c'est notre côté humain. Ça j'ai beau dire qu'on peut lutter et tout contre tout ça, mais ça fait partie de l'être humain complètement. C'est un C'est ce travail, qui en nous fait réalité. évoluer. Mm. Ben oui, mais c'est ce qui nous fait aussi évoluer, c'est ce qui nous fait changer, c'est ce qui nous fait nous améliorer, puisqu'on essaye de réparer nos fautes. Donc ça fait partie aussi du cheminement de la responsabilité qui répare la culpabilité. Hein. Euh, il y a souvent comment il y a souvent une disproportion entre la gravité de l'acte accompli et la remise en question qu'elle occasionne en fait. Le sentiment de culpabilité, il s'accompagne généralement d'une volonté de sanction et de réparation. Donc il y a vraiment une prise de conscience de la faute et de ses conséquences. Et c'est pour ça qu'on a des remords. Une fois qu'on a des remords, ça doit être un signal d'alarme en fait. Pourquoi j'ai tel remords? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai agi comme ça? Qu'est-ce que je peux faire pour... est-ce que ça engage vraiment ma responsabilité? Si oui, qu'est-ce que je peux faire pour réparer ça? Voilà, tout simplement. Ça va pas plus loin, en fait. Hein. D'ailleurs, c'est de cette façon-là qu'on vainc la culpabilité. La culpabilité, elle est plus ressentie, comme je l'ai dit tout à l'heure, chez la gente féminine, parce on a la culpabilité, par exemple, dans l'éducation de nos enfants, la culpabilité des mamans de pas assez bien faire, la culpabilité de l'épouse aussi, tout simplement. Là encore une fois, on a l'impression de pas assez bien faire au sein de son foyer, la culpabilité au travail. Donc c'est pas que des culpabilités, c'est aussi un dépassement de soi. On veut bien faire, parfois ça va, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va plus loin que la culpabilité. C'est des choses qui sont enfouies parce que depuis notre plus jeune âge, on est soumis à des attentes sociales qui nous poussent à assumer des rôles de responsables et du bien-être des autres, à veiller sur les autres. Pour les filles, notamment la petite fille sage qui aide à la maison, c'est la bonne élève qui est remerciée par les professeurs, etc., etc. On dit que les filles sont plus studieuses aussi. Ma foi, c'est c'est bizarre hein, de dire ça encore en 2025, mais il y a quand même des schémas, pour le coup, Ça qui, doit oui, être- sont répétitifs. Alors, comment arrêter de culpabiliser? Donc, après ces questionnements éclairés, il y a 5 étapes à suivre en fait. C'est reconnaître nos comportements de culpabilité. C'est pas toujours facile de le reconnaître, mais quand vraiment on fait le questionnement éclairé qu'on a vu au préalable, eh ben on arrive à se poser la question à quel point je me sens coupable, pourquoi et quelles sont les stratégies d'évitement que j'ai mis en place pour me sentir coupable et me victimiser dans ce cas-là. Donc ça c'est reconnaître son comportement de culpabilité. Et aussi, on peut aussi essayer de percevoir si on se sent toujours coupable du même type de schéma répétitif, tu vois, même Tout type à de fait, mais sujet. ça c'est quelque chose. Mais oui, mais bien sûr. Mais ça c'est quelque chose. On pourra peut-être pas vaincre sa culpabilité en totalité, mais il y a différents niveaux et on peut quand même baisser de niveau quoi. Il y a des signes aussi très souvent qui inconsciemment ça te travaille Mm. et tu vas le reconnaître de cette façon-là. On se remet au travail le soir parce qu'on est rentré plus tôt du boulot. On culpabilise. Donc, hop, je me remets au boulot. Et en fait, non, c'est un acte de culpabilité. Tu manges du chocolat, alors pas par plaisir, pas parce que tu aimes ça ou je sais pas quoi, mais parce que tu ressens un sentiment de soulagement en le mangeant. Donc, il y a quelque chose qui te soulage. Donc, ça veut dire quelque part, il y a peut-être quelque chose qui t'a contrarié dans la journée. Pas parce que tu le manges par plaisir, hein, tu le manges parce que tu as besoin d'être soulagé. Donc, voilà, ça répond à quelque chose. On fait l'autruche. Oui, oui, je vais bien, alors que pas du tout. Ça aussi, ça peut cacher un sentiment de culpabilité. On appelle ses amis pour être rassuré. Ben, je vais appeler ma meilleure amie, je vais lui parler de ce problème-là qui m'a contrarié. Ben, voilà, ben, en réalité, là, tu cherches à être rassuré sur ta responsabilité ou pas.
Et en fait, là, on a mis en place, depuis peut-être des années, des stratégies d'évitement. C'est ce que je disais quand on se questionne sur la stratégie d'évitement qu'on a adoptée pour pas en souffrir, en fait, de cette culpabilité-là. Donc ça, c'est la première étape, c'est reconnaître le comportement de culpabilité. Ensuite, en deuxième étape, c'est accueillir le fait de se sentir coupable. C'est-à-dire, ok, c'est ok, je me sens coupable, qu'est-ce que je fais avec ça aussi? Ça, c'est vachement important. C'est une fois que tu as reconnu ta culpabilité, est-ce que tu es vraiment coupable ou est-ce que c'est vraiment dans ta tête? Voilà, on revient à ce questionnement éclairé. Ensuite, en troisième, c'est évaluer l'utilité de ce sentiment de culpabilité. Se poser donc les bonnes questions pour observer ce sentiment avec curiosité, en s'interrogeant. Par exemple, à quoi me sert cette culpabilité? Est-ce que je suis alignée avec mes valeurs personnelles? Je me suis fixé telle limite. Est-ce que je les ai dépassées ou pas? Voilà, c'est ça les valeurs personnelles. Est-ce que je suis en raccord avec mon être profond, mon moi profond? Est-ce que c'est une culpabilité inutile? Dans ce cas-là, elle est dans ma tête, ça n'a pas engagé ma responsabilité, mais pourquoi je ressens ça? Ça, c'est évaluer l'utilité du sentiment de culpabilité. Ensuite, la quatrième étape, c'est décider d'agir ou de lâcher prise. Donc, ça engage ou pas ta responsabilité, tu agis. Donc, tu excuses, tu mets en place, je sais pas, des options pour aider la personne peut-être que tu as trop accusé à tort, ou je sais pas. Voilà, c'est où tu décides d'agir, ou alors tu lâches prise complètement. Finalement, c'est pas de ma faute, je vois pas pourquoi je culpabilise comme ça, donc je peux lâcher prise. Et ça... Dans le cinquième élément de réponse pour intégrer tout ce processus-là, pour décortiquer ta culpabilité, pour savoir si il y va de ta responsabilité ou pas, il faut l'intégrer pour que à la prochaine occasion où ça va se présenter, où ce sentiment de culpabilité va se représenter, tu l'es intégré, tu te dis, tiens, ça me rappelle le jour où j'ai fait ça. Et finalement, j'étais pas coupable, donc j'ai pas à me sentir coupable. Voilà, donc c'est vraiment la reconnaître et en connaître la cause, l'état dans lequel on était quand on est passé à l'acte, voir les dégâts causés. Toujours se dire aussi que l'erreur, elle est humaine. Savoir se pardonner, c'est très important, ça, se pardonner. Et s'aimer, vraiment, ça tient beaucoup à ça, quoi. Il existe, alors comme je vous l'ai dit en début d'émission, il y avait 3 formes de culpabilité. Donc là, tout ce qu'on a vu, c'était vraiment la culpabilité dans son sens global. Et j'ai parlé aussi de la blessure de la culpabilité. Et elle existe surtout dans les relations affectives sur le plan émotionnel. La personne blessée ici, elle vit avec une peur exagérée de l'erreur et elle développe un sens excessif du devoir. Autrement dit, c'est une perfectionniste ou un perfectionniste qui ne calcule pas ses efforts et qui travaille sans relâche. C'est une personne asservie au regard d'autrui et d'ailleurs les autres personnes, elle les voit comme des juges. Elle a tendance à minimiser ses succès et à dramatiser ses échecs. Comme elle se croit incorrecte, elle recherche les punitions pour se déculpabiliser. Quand elle ne se punit pas elle-même, cette personne-là, c'est une personne qui a énormément besoin de l'accord des autres et surtout, c'est une personne qui a énormément besoin d'être aimée. C'est une personne qui est affectée par cette blessure et elle s'exprime par le jugement et l'auto-jugement. Elle peut devenir, avec ses proches, je l'ai dit en tout début d'émission, cette forme de blessure-là, un justicier. Elle est souvent née dans un foyer d'ailleurs, ça rejoint. C'est là où on a une blessure enfouie. Ça rejoint l'humiliation, la blessure de l'humiliation. Elle se sent responsable des autres et elle a honte si elle ne les aide pas, par exemple. C'est des blessures qui sont nées d'émotions intenses et traumatisantes vécues dans le passé. Ces émotions, elles vont se raviver à chaque fois qu'un élément extérieur rappelle à l'inconscient la souffrance de l'événement initial. Il faut l'accueillir sans se victimiser et apprendre à s'en protéger. Et enfin, je vais terminer avec le fameux, la troisième forme de culpabilité qu'on appelle le guilt, G-U-I-L-T complexe. Le guilt complexe, c'est dans de nombreuses situations, il arrive qu'on imagine tout de suite le pire. Le sentiment de culpabilité s'installe. La plupart du temps,
on n'a rien fait de mal, mais dans le guilt, celui qui est atteint du guilt complexe, ça s'appelle comme ça, c'est un sentiment de culpabilité qui nous fait tout remettre en question, mais en permanence. Donc, bien qu'il soit normal, ce sentiment de culpabilité, parfois, il prend une trop grande place dans notre vie. Et ça peut créer des angoisses et de l'anxiété en permanence. Et là, on a ce qu'on appelle le complexe du coupable, tout simplement. Guilt complexe, ça veut dire complexe du coupable. Dans cette forme de culpabilité-là, on peut éprouver de la culpabilité, mais même pour des choses qu'on n'a pas du tout faites. C'est quelqu'un qui se remet tout le temps en question, donc c'est vraiment quelque chose de très très lourd. Si on se sent coupable, c'est parce que nous avons fait ou nous avons pensé avoir enfreint des règles morales ou encore des règles qui ne correspondaient pas à notre échelle de valeur personnelle, avec notre moi, en accord avec notre moi, en accord avec ce qu'on est. Et donc, chacun possède sa notion de la culpabilité, mais celle-ci, elle varie en fonction de notre éducation, comme je vous l'ai dit, et aussi de notre personnalité. Donc, la culpabilité, en réalité, elle se construit très tôt. Cela a beaucoup à voir avec la façon dont les gens sont éduqués, les idées qu'on leur a inculquées à l'école et à la maison, et de la sévérité aussi de leur figure d'autorité. Certains types de personnes ressentiront de la culpabilité très intensément, et d'autres vont arriver à temporiser. Les personnes victimes donc de ce complexe du coupable ont tendance à se faire des nœuds au cerveau, mais vraiment des nœuds au cerveau, pour des situations qui souvent n'en valent même pas la peine, simplement parce qu'elles pensent avoir fait quelque chose de mal. Et la culpabilité, elle peut masquer dans ce cas-là des sentiments de grande impuissance, de faible estime de soi, et parfois même de jalousie. Voilà, donc comment on peut se sortir de ce complexe du coupable? Et d'ailleurs, ça vaut peut-être pour les autres formes de culpabilité aussi. On peut tout noter, ce que l'on ressent au moment de la prise de conscience de la culpabilité, ne serait-ce que pour visualiser correctement ses pensées négatives à ce moment-là et prendre du recul. Donc, on peut noter ce que l'on ressent, pourquoi on l'a ressenti, et voir quelle est la réalité de la situation. En s'interrogeant comme ça, c'est plus simple de réaliser qu'il n'y a pas de problème et qu'il est simplement dans notre tête. On peut aussi en parler. Si par exemple cela concerne le travail, on peut en discuter avec quelqu'un d'extérieur à l'entreprise pour obtenir son point de vue. Cela peut éclairer les idées. Et si cela concerne par exemple un ami, pourquoi ne pas en parler directement avec lui? C'est la méthode la plus simple et la plus rapide pour savoir si oui ou non on a fait quelque chose de mal. On peut aussi réussir à faire taire cette petite voix intérieure qui finalement est la clé pour lutter contre le complexe du coupable. Voilà. Les gens peuvent être très durs envers eux-mêmes et peuvent penser au pire alors que très souvent c'est pas le cas. Donc, utilisez tous ces mots qui mettent l'accent sur vos qualités plutôt que de la culpabilité. Par exemple, faites la liste des enseignements tirés de vos leçons précédentes lorsque vous êtes accablé par la culpabilité. Voilà. Je termine comme ça et j'aimerais vous donner, parce que c'est bientôt l'heure, c'est l'heure d'ailleurs, Oui. j'aimerais vous donner 2 petites références de livres, si tu permets, pour qui peuvent vous aider à aller plus loin. C'est Surmonter sa culpabilité, c'est écrit par Xavier Cornette de Saint-Cyr aux éditions Le Duc. Libérez-vous, c'est pour se libérer du poids de votre mauvaise conscience. Et le deuxième petit livre que je vous propose, c'est Apprivoiser sa culpabilité d'Aurore Emmelet, Melet, chez Albin Michel. C'est pour ne plus se laisser dévorer par sa culpabilité. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Roux. Passionnant. Merci à toi. Ils étaient animés sur le chat. C'était passionnant de t'écouter, de les lire. Voilà, j'en ai pris plein les oreilles et plein le cœur. Donc vraiment super sujet. On n'en parle pas assez de tout ça. Ça fait du bien. Ça. Oui, on est humain, voilà. Donc il faut pas culpabiliser. Non. Faut pas culpabiliser de se sentir coupable. C'est clair. Tu m'as proposé un super morceau, donc de Teddy Swims. Ah oui, j'adore ce chanteur. Et magnifique morceau, je ne connaissais pas. Donc Les Enchanteurs, on va découvrir le morceau de Marie-Roux. On te fait plein de gros bisous, Marie-Roux. On te retrouve au mois de décembre. Gros bisous Alina, bon dimanche tout le monde. Au revoir. Ciao Marie-Roux. Donc mes trésors enchanteurs, je vais y arriver. Eh bien, on se laisse avec le morceau donc de Teddy Swims
qui a été proposé bien sûr par Marie-Roux. Ensuite, la chronique de Mimi Mireille, avec un retour vers le passé, vous allez voir, au petit bouillon, vive le Moyen-Âge ce matin. Et on rappelle qu'il y a le jeu concours ce matin, donc si jamais vous n'avez encore pas ouvert la newsletter que je vous ai envoyée vendredi, faites-le, vous pouvez encore jusqu'à midi, et après il y aura le tirage au sort des noms des personnes qui auront effectivement ouvert la newsletter. Donc c'est parti pour Teddy Swims, à tout à l'heure les enchanteurs. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est une période entre l'Antiquité et les temps modernes. L'Europe devient chrétienne vers 498 lors du baptême de Clovis, roi des Francs, à Reims. Cela marque un tournant important dans sa construction. La féodalité s'installe et l'Église prend une place très importante. Elle encadre les fidèles. Des monastères fleurissent dans toute l'Europe. Les pèlerinages, comme par exemple Saint-Jacques de Compostelle, voient le jour. L'Europe se bâtit, se construit, se transforme, s'organise. Les commerces, les échanges sont florissants. En 1095, le pape Urbain II prêche la première croisade pour délivrer la Terre Sainte. Du XIe au XIIIe siècle, il y aura 8 croisades. Période riche où l'on peut rencontrer des bâtisseurs de cathédrales, des templiers, les ordres mendiants et j'en passe. Mais les superstitions, les anciennes croyances ou simplement contraires à l'Église sont bien présentes. Dès le XIIe siècle, l'Inquisition, autrement dit le tribunal de l'Église, qui applique le droit canonique, voit le jour. En 1486 ou 1487, le Malleus Maleficarum, écrit par des dominicains et inquisiteurs, Henri Istitoris et Jacques Sprenger, est publié en latin à Strasbourg. Le Moyen-Âge se termine soit en 492 avec la découverte des Amériques par Christophe Colomb et Amerigo Vespucci, ou avec la création de l'imprimerie par Johannes Gutenberg en 1450. Pour ma part, je fixe la fin du Moyen-Âge avec la création de l'imprimerie, car c'est une avancée, un tournant important qui démontre une certaine modernité qui va transformer le monde. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche matin pour parler d'un personnage historique. Avant de continuer, je vais vous faire mon petit laïus habituel en vous disant que les informations que je vais vous donner ce matin sont en lien avec ma recherche personnelle dans différents livres, visionnage de reportages, internet selon les cas. Le personnage historique de ce matin est du Moyen-Âge, car il est né le 15 novembre 1316. Il s'agit de Jean Ier posthume. Jean le Posthume est le fils de Louis X, dit le Hutin, alors Hutin à cause de son caractère colérique, et de Clémence de Hongrie, sa deuxième épouse, après avoir répudié la première. Le 5 juin 1316, le Hutin se lave avec de l'eau glacée après une partie de jeu de paume et il meurt victime d'un refroidissement. Il n'a que 27 ans. La reine Clémence de Hongrie, son épouse, est enceinte. Philippe de Poitiers, qui n'est autre que le frère du défunt roi, entre en scène. Si la reine accouche d'une fille, Philippe de Poitiers, frère du Hutin, deviendra le nouveau roi de France. Si c'est un garçon, Philippe de Poitiers sera nommé gouverneur de France par le Parlement jusqu'à sa majorité. La majorité de Jean, du bébé qui doit naître. La reine Clémence met au monde un garçon, Jean. Mais Jean meurt 5 jours après sa naissance. Les choses pourraient s'arrêter là. Que nenni! Il se raconte que le bébé aurait, alors je prends volontairement le conditionnel, donc il se raconte que le bébé aurait été empoisonné. Et par qui? Par Mao d'Artois. Mais qui est cette Mao d'Artois?
Elle est une comtesse de Bourgogne et la belle-mère du roi Philippe le Bel. On dit d'elle qu'elle est une sorcière et empoisonneuse. Alors, je vais faire un petit aparté en m'adressant aux plus âgés d'entre nous, ceux qui ont connu la série de livres Les Rois Maudits de Maurice Druon, qui a été adaptée pour la télévision 2 fois, la première fois dans les années 1970 et la deuxième un peu plus proche de nous au début des années 2000. Mao d'Artois est en fait une des protagonistes de cette série. Je vous conseille vivement les livres ainsi que la série qui sont intéressantes, même si cela reste de la fiction. Mais vous pourrez voir plus amplement qui est cette Mao d'Artois. Alors, mais pourquoi Mao d'Artois aurait-elle empoisonné Jean ? Parce qu'elle est la belle maman de Philippe le Régent. Elle veut que son gendre monte sur le trône pour qu'elle puisse récupérer définitivement l'Artois. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jean aurait survécu. Une fois de plus, Jean poil conditionnel. On a peur pour le bébé et le petit Jean aurait été échangé par un autre bébé, celui d'une autre femme prénommée Marie de Carsix, qui a mis au monde un petit Giaconimo Baglioni. Alors excusez-moi, mon italien c'est pas trop ça. Et malgré sa douleur, elle aurait pris soin de l'enfant qui n'était pas le sien. Marie de Carsix est présente également dans Les Rois Maudits, donc la série de livres de Maurice Druon que je vous parlais juste avant. Mais dans cette série, elle s'appelle Marie de Crécy. La question se pose, est-ce que Jean Ier le posthume fait partie des rois cachés de l'histoire ? Je vous laisse vous faire votre propre opinion et vos propres recherches. On se rend bien compte qu'avec ce personnage historique, ainsi que les autres personnages qui gravitent autour de lui, dont je vous ai parlé avant, nous sommes bien au Moyen-Âge. Intrigues, suspicions, poisons, sorcellerie, tous les ingrédients sont réunis. Alors j'espère que vous avez apprécié ce que je vous ai raconté sur ce personnage historique et je vous laisse faire vos propres recherches et vous faire votre propre opinion le concernant, comme je viens de vous le dire. Alors si vous voulez lire les mêmes livres que moi, je vous conseille le dictionnaire illustré des rois, reines et présidents de France aux éditions de l'Audi. Je vous mettrai le lien sur le chat. Alors vous pouvez également vous procurer Les Rois Maudits de Maurice Druon. Alors ils existent encore en version neuve. Pour ma part, j'ai une version plus ancienne. Vous pouvez aussi, je pense, les trouver dans des ventes de livres de seconde main. Et j'ai aussi un lien internet intéressant à vous proposer. Alors il s'agit de l'émission Au cœur de l'histoire, Jean Ier, l'énigme du roi caché par Franck Ferrand. Évidemment, je vous donnerai le lien. Alors je vais vous laisser. Je vous souhaite un agréable dimanche, une belle semaine. Profitez-en bien, prenez bien soin de vous et qui sait, je vous aurai peut-être donné envie de découvrir ce roi et d'aller faire des recherches le concernant. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.
Et oui, mes très chers enchanteurs, on revient en live, hein. Là là, Héra, hein. Dès qu'on entend Héra, on pense aux visiteurs, on pense au Moyen-Âge. Merci beaucoup, ma petite Mimi chérie, hein, pour cette magnifique chronique. Retour vers le passé, c'est chaque premier dimanche du mois, tout comme, Work in Progress avec Marie-Roux, chaque premier dimanche du mois. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, hein, bien évidemment, c'est aussi l'anniversaire de Luc Arbogast. Happy birthday, Luc. Et là, il est presque 11h30 et c'est l'heure de la chronique de la magie d'Avalon avec Alexandra Gallo. Coucou Alexandra. Coucou Alina, coucou à tous les enchanteurs, enchantresses en ce beau temps de Samhain. Oh oui, ça y est, nous rentrons en saison sombre, que c'est beau. Tu vas bien? Très très bien, effectivement, très très bien. Eh ben écoute, c'est magnifique. Tu m'as envoyé donc ton petit plan aux petits oignons, je peux te le dire. Mais avant qu'on parle de ta chronique, parce qu'on est un petit peu en avance, il me semble que tu as fait quelque chose pour Samhain. Tu étais quelque part, hein, tu voulais un petit peu en parler? J'étais pas exactement quelque part pour Samhain, j'étais une semaine avant, oui. Mais effectivement, nous sommes partis pour notre retraite de femmes à Glastonbury, oui. Donc à notre Avalon physique, on va dire ça comme ça, un portail en tout cas physique. Et c'était extraordinaire, sans commune mesure. Waouh! Non, mais c'est génial. Tu proposes des retraites spirituelles, hein, à Glastonbury, donc en Angleterre. Donc n'hésitez pas à contacter Alexandra si vous êtes intéressés, parce que j'ai vu un petit peu passer les photos. Ça a dû être magnifique à vivre. Hein. Alors, j'ai fait que quelques, effectivement, petits partages quand on était sur place. Là, j'ai pris une petite semaine de congé entre. T'as bien raison. Et puis, du coup, là, la semaine prochaine, je vais commencer à repartager un petit peu plus en fait des différentes photos dans des petites thématiques, etc. Et bien entendu, oui, il est certain que nous avons lancé une série de retraites à venir. Donc, normalement, on va se concerter avec ma chère Mélanie qui organise véritablement le côté plus logistique du voyage. Et pour pouvoir proposer ça, alors idéalement à chaque Beltane et chaque Samhain, mais donc là, pour le moment, l'année prochaine au moins, on proposera une pour le octobre prochain. Donc restez à l'écoute. Tout à fait, restez connectés. Alors aujourd'hui, donc on entame le 3e épisode, donc la 3e Morgane en réalité, qui s'appelle la Morgane sage. La sage, ça veut tout dire ça, hein. Et oui, donc du coup là effectivement vu la saison sur Radio Antasia, donc parfois on tombera pile poil sur celle du bon sabbat et parfois on sera complètement en décalage. Oui. Mais pour cette fois-ci, donc effectivement, bon c'est pas la 3e puisque on est au 3e épisode, mais oui. Si tu te rappelles bien, le premier était une introduction, donc c'est la 2e pour l'instant. Oui, je parlais du 3e épisode, oui. Voilà. Donc effectivement, là, je vous ai quand même choisi celle qui est dans le ton, hein, puisque effectivement, la sage, celle qu'on appelle aussi la reine fantôme, ou encore la lavandière. Enfin, il y a plein de noms différents qui peuvent être rapportés. Pour Katie Jones, c'est également, et d'autres personnes qui suivent cette tradition-là, ça va être donc Mazoé, également son petit nom. Et donc effectivement, là, on est sur celle donc qui gouverne entre guillemets la saison de Samhain. Donc la Morgane, que moi j'ai appelée la sage, effectivement. Donc c'est pas encore la plus vieille, on verra la plus vieille le mois prochain, mais en tout cas c'est celle qui va nous permettre de travailler grâce à ces différents pouvoirs et capacités qu'elle va nous permettre de travailler chez nous-mêmes, hein, parce que je rappelle, en travaillant avec les Morganes, donc les gardiennes d'Avalon, on va travailler sur ces mêmes archétypes qu'on a en nous et éventuellement ces mêmes domaines de magie qu'on souhaite développer. Donc la Morgane sage, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Eh bien en fait, c'est celle qui nous permet d'exposer notre vulnérabilité. C'est celle qui va être effectivement reliée donc à tout ce passé, donc pouvoir visiter son passé et en ressortir les sagesses, les cadeaux en fait qui y sont. Souvent au temps de Samhain, on fait justement différents rituels pour honorer les ancêtres. On fait également des rituels pour couper des liens parfois avec son passé, etc. Mais c'est vrai que même dans le honorer les ancêtres, on sait plus dans le côté mémoire de nos différents ancêtres. Mais c'est vrai qu'on n'accentue pas forcément toujours sur ce côté de la sagesse
qu'ils nous ont transmises. Et donc là, avec cette Morgane sage, c'est justement en fait ça qu'on va aller chercher. On va aller chercher à ressortir, même si il s'agit d'ancêtres avec lesquels il y a eu des grosses problématiques, soit dans notre lignée directe ou non. C'est d'aller voir en fait au-delà de la blessure, au-delà de la problématique, et de ressortir justement le cadeau, ce qu'on a pu gagner nous comme héritage de sagesse grâce à eux. Donc c'est vraiment une Morgane qui explore voilà notre passé. Souvent on peut l'associer, comme je le disais, donc à la lavandière. Donc ceux qui connaissent un petit peu donc la tradition bretonne ou encore la tradition celtique, la lavandière ou les lavandières même, c'était celles qui justement lavaient le linge en tant que fantôme, hein. C'est-à-dire que les soldats qui voyaient les lavandières juste avant un combat savaient que si la lavandière qu'ils voyaient lavait un linge taché de sang, c'est qu'ils allaient mourir au combat. Donc c'est vraiment celle du passage. On l'associe beaucoup aussi à l'archétype de la banshee également dans les traditions celtes. Donc, c'est celle qui nous permet vraiment de prendre conscience de notre passé, de le purifier. Donc, on a vraiment cette... c'est pas toujours la Morgane la plus confortable, j'ai envie de dire, mais c'est celle vraiment qui nous va nous avertir, un peu comme la lavandière, elle nous avertit d'un changement imminent, quelque chose de drastique qui va devoir prendre place pour nous permettre de continuer sur notre croissance personnelle. Donc, vraiment, au niveau du temps de Samhain, on est sur ce temps de passage, sur ce temps de nouvelle année, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on garde, vers quoi on va. Donc c'est vraiment un archétype auquel on peut faire appel durant cette période et dans son domaine de magie, c'est-à-dire qu'au-delà de ce travail qui nous permet de faire sur notre passé, bien évidemment c'est également la Morgane à laquelle vous allez faire appel si vous voulez justement travailler ou peaufiner justement vos capacités de communication avec les défunts ou encore les personnes qui justement ont des capacités de passeurs d'âme. Donc, c'est vraiment aussi la Morgane qui représente ce domaine de magie-là, donc le travail avec le underworld, comme on dit souvent, le monde des morts, le monde d'en bas, et qui permet aussi de permettre aux âmes perdues de pouvoir retrouver en fait le chemin vers la source. Donc voilà un peu la proposition de cette Morgane de ce mois-ci. Ça promet, je me suis permise de partager un petit peu la présentation de la Morgane sur le chat, ce qui permet effectivement aux enchanteurs un petit peu de lire tout ce que tu viens de citer, donc ça promet. Et là, je perçois effectivement qu'il y a beaucoup de reliances avec la Faerie. Hein. À chaque fois que tu me parles donc, de tes Morganes, il y a vraiment des reliances. C'est fou. En fait, comme on l'avait dit, je crois la dernière fois aussi, il faut pas oublier qu'effectivement Avalon et le monde de Faerie sont jouxtants. Sont liés. Donc il y a beaucoup de choses, je pense, comme tu dis, toi qui es plus spécialiste dans la Faerie, il y a beaucoup plus de ponts en fait qui peuvent être faits parce que les deux mondes étant tellement proches, on retrouve beaucoup de choses qui se recoupent en fait. Et même j'ai envie de te dire, comme je l'ai cité par rapport aux lavandières, à la banshee, à Keridwen, on est sur des archétypes en fait qu'on connaît dans d'autres circonstances, mais qui là sont ramenés dans ce côté archétypal des Morganes. Donc c'est facile en fait qu'on va pouvoir travailler en nous-mêmes. Donc encore une fois, on retourne toujours sur les mêmes différents concepts. Après, c'est quelle est l'histoire porteuse qui va justement résonner pour nous et sur laquelle justement on va suivre ce courant-là. Alors juste pour rebondir par rapport à la Banshee, Millenia, à qui je fais plein de gros bisous et vraiment que je remercie, elle m'a envoyé des tas de mails pour créer plein d'articles pour le blog donc de la radio. Si vous allez dans l'onglet Le Chaudron, on a des tas d'articles de Millenia et elle a créé un article qui s'appelle Les créatures en Faerie pour sa main et justement elle parle de la Banshee, donc si jamais vous voulez lire un petit résumé de la Banshee, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Je te laisse continuer pour ta chronique. Ah oui, top. Donc effectivement, cette Morgane, donc avec lequel on peut travailler donc autant de Samhain, mais comme on l'avait dit pour les autres Morganes, on peut travailler avec elle, peu importe l'époque de l'année. Mais à tout le moins, le sabbat qui lui est associé à celui de Samhain et les symboles qui vont lui être associés, donc pareil, qui peuvent nous aider à travailler avec elle. C'est au niveau météorologique, on va dire, c'est le tonnerre. Et au niveau plus végétal, ça va être l'if, donc cet arbre justement, art magique qu'on retrouve dans beaucoup de traditions, notamment les traditions nordiques. C'est de cet arbre-là que Odin s'est pendu pour avoir les runes. C'est également un arbre qui
qui est très connu qui fait partie en fait d'une certaine triade de résineux et d'arbres qui sont des poisons, hein, parce que effectivement on ne peut pas vraiment travailler avec l'ivre de manière interne, c'est un poison, mais pour le coup c'est un arbre qui participe par exemple au traitement contre les cancers. Donc, pour pouvoir justement tuer les cellules cancéreuses, il y a des molécules en fait de la résine d'arbre qui sont utilisées dans les chimiothérapies. Donc on est sur cet arbre de passage, encore une fois, cet arbre de mort-renaissance. Et en termes d'animaux, effectivement, on va souvent associer cette morgane avec la truie et avec l'aigle. Donc l'aigle pour le côté justement messager, en fait, prendre du recul sur les choses et voir des choses de plus haut. Mais aussi cet oiseau qui peut permettre un passage. Et la truie, alors là, c'est ouvert à toute interprétation, puisqu'effectivement, c'est plus, je pense, en lien avec certaines légendes, notamment avec celle de Morgane et Cuchulainn, donc qui, dans la légende celtique, elle se transforme en cet animal aussi. Donc, je pense que ça vient plus de là, cet animal de la truie. En tout cas, donc on peut effectivement, je vais vous suggérer différentes manières de travailler avec elle. Mais avant d'aller dans ce sujet-là, justement, qu'est-ce que va nous permettre de travailler, qu'est-ce que va nous enseigner cette morgane en fait, que le travail qu'on va pouvoir faire avec elle, ça va nous apporter quoi? Donc, je parlais déjà au départ, qu'elle a cette idée qu'elle nous permet d'exposer notre vulnérabilité. Et ça, généralement, c'est pas un terme qu'on aime beaucoup entendre. Mais qui est essentiel en fait pour revenir à l'essence des choses. Donc accepter de révéler sa vulnérabilité, alors, encore une fois toujours aux bonnes personnes, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas que ça tourne contre nous. Mais l'idée c'est qu'en fait c'est un petit peu comme si cette morgane elle nous dénudait complètement de tout ce qu'on porte, de tous les masques qu'on peut porter et derrière lesquels on se cache. Et donc là en fait on est mis à nu vraiment par cette morgane pour pouvoir vraiment identifier tout ce qui peut nous peser dans notre passé, toutes les charges émotionnelles qu'on peut avoir, tout ce travail, encore une fois, comme je disais, avec les défunts pour soit aller chercher justement un pardon, donc soit de les pardonner, soit de se pardonner soi-même aussi, donc si on parle justement plus du côté vie antérieure ou autre, mais également, comme on disait, de visiter ce passé pour ressortir cette sagesse-là. Donc il y a vraiment un travail de purification, de dépôt en fait qu'on va faire avec cette morgane-là pour aller travailler sur toutes nos peurs, toutes nos souffrances, tout ce qui nous encombre en fait pour aller de l'avant afin de redonner un peu plus d'espace et de nous ouvrir à cette nouvelle phase. Donc, vous voyez effectivement le lien avec Samhain, donc généralement ce travail de bilan d'année justement pour s'ouvrir à la nouvelle année qu'apporte cette saison. Donc là, avec cette morgane-là, vu qu'elle est capable de faire ce passage entre les mondes, de nous accompagner pour visiter notre passé, de nous guider dans ce passé-là, elle va nous permettre de réveiller aussi notre résilience. Parce que qui dit exposition de la vulnérabilité, dit également cette capacité à se relever après différents traumas, différentes blessures qu'on a pu avoir. Donc, c'est aussi réveiller cette résilience-là pour affronter ces différents traumas et s'élever au-delà de ça. Donc, comme on le dit très souvent, c'est les différentes blessures, les différents traumas. Sur le moment, on ne peut juste que penser à encaisser, je dirais, le trauma. Mais après coup, généralement, avec une petite analyse, on se rend compte de qu'est-ce que m'a apporté cette situation, cette personne qui a causé justement ces différentes blessures. Et c'est là, en fait, qu'on trouve, entre guillemets, le cadeau mal emballé, donc la fameuse sagesse à ressortir, la leçon, en fait, à ressortir de ces différents événements. Et donc, c'est ça qu'elle nous aide à pointer, en fait, à gérer ce passage-là pour accepter, en fait, c'est toutes ces petites morts et renaissances qu'on a dans notre vie et qu'on a également reçues dans notre passé. Donc, de voir aussi dans nos différents ancêtres certains schémas répétitifs qu'on a pu nous-mêmes répéter aussi, en étant porteur de cet héritage de lignée, donc de voir en fait à quel point il est peut-être temps justement de briser le cycle de répétition et de s'élever au-dessus de ça, donc en acquérissant véritablement le message, la sagesse de cet événement. Donc au lieu de justement continuellement répéter, continuellement faire les mêmes erreurs, ok, c'est quoi le message de fond, comment je peux m'élever au-dessus de ça et briser ce cycle en fait de répétition.
Donc, il y a vraiment cette idée d'aller travailler à la fin de cette vulnérabilité, cette fragilité, c'est toutes ces blessures qui peuvent encore être un petit peu mal soignées. Souvent, on parle des blessures sanglantes, en fait, d'où la fameuse lavandière qui nous montre ce linge ensanglanté qui pourrait être le nôtre et nous avertissant de, tu vois, là, si tu continues comme ça va mal finir. Donc, c'est un petit peu à la fois un avertissement, mais ce n'est pas une punition et ce n'est pas une condamnation, en fait. Il faut vraiment sortir aussi de cette vision parfois un peu plus judéo-chrétienne de punitive. Les Morgens, en fait, ne nous punissent pas, en fait. Elles nous montrent un chemin. On est vraiment là pour apprendre, en fait, comment un peu plus discerner pas mal de choses, comment comprendre les différents messages qui parfois ne sont pas forcément très très clairs, on se l'avoue, mais qui nous permettent justement d'aller toujours un petit peu plus dans cette croyance personnelle, donc dans croissance personnelle, excusez-moi, j'arrête pas de faire le lapsus entre croissance et croyance. Donc voilà, dans cette idée justement de s'élever dans cette croissance personnelle pour améliorer en fait notre état de vie au quotidien déjà, mais également aussi dans cette idée de la Morgane sage, de notre lignée, c'est-à-dire que les descendants en fait deviennent les guérisseurs de leurs ascendants, c'est-à-dire de tous leurs ancêtres. Donc il y a vraiment aussi cette idée de passage, de mort, renaissance en fait qu'on va faire avec cette Morgane. Donc voilà un petit peu les enseignements qu'on va pouvoir tirer d'elle et qui vont nous amener justement à nous poser ces différentes questions. Quels sont les blocages là que je peux ressentir actuellement? Donc on peut justement faire appel à cette Morgane sage pour nous aider à identifier nos blocages qu'on peut ressentir dans notre vie là présentement, dans différents domaines de vie d'ailleurs. Mais comment est-ce que ces blocages peuvent se manifester dans ma vie actuellement? Quel poids du passé je peux porter encore, que ce soit des vies antérieures, que ce soit justement un héritage transgénérationnel, un héritage de lignée. Qu'est-ce que je porte de mon passé? Souvent on dit voilà à quel point notre passé a encore de l'emprise sur notre présent. Donc d'identifier quels sont ces poids du passé qui peuvent encore bloquer certaines choses dans notre présent ou ralentir certaines choses dans notre présent. Et une autre question aussi qu'on peut travailler avec cette Morgane, c'est quelle est la vulnérabilité que je cherche à cacher. Et ça, souvent, c'est pas évident en fait d'arriver à avoir ce détachement de soi à soi. Mais encore une fois, pour arriver à faire ce petit cheminement par soi-même, c'est d'identifier qu'est-ce que je ne supporterais pas que les gens sachent de moi. Et donc là, justement, c'est là que ça va me permettre de taper dans cette vulnérabilité et de voir à quel point cette vulnérabilité qu'on essaye de protéger, qu'on essaye de cacher, peut devenir ultimement une force quand on arrive justement à mieux la maîtriser. Donc voilà un peu les questionnements qu'on pourrait avoir de travail avec cette Morgane pour nous accompagner dans ce cheminement-là. Est-ce qu'il y a des questions? C'est pas simplement en fait le travail autour des esprits, mais c'est aussi un travail de l'ombre et réussir à transcender ce qui est caché en nous, quoi. Exactement. C'est-à-dire que moi j'aime bien, comme tu le sais, faire ce pont en fait entre à la fois ce qu'on peut faire en termes de travail ésotérique pur et ce qu'on peut faire en tant qu'application pratico-pratique dans le quotidien. Donc oui, effectivement, on va pouvoir faire appel à elle pour affiner notre travail de passeur d'âme, si c'est notre don que nous avons, enfin notre capacité que nous avons, ou justement nous aider à mieux communiquer avec nos défunts. Donc encore une fois, voilà, si on a ces capacités-là. Mais aussi justement après faire ce travail de soi à soi, donc comme tu le dis, ce travail de l'ombre pour aller à la recherche en fait d'exploration de ce passé. Donc cette Morgane là va devenir un guide pour nous aider à explorer notre passé. C'est fou parce que ça ressemble vraiment à la faillerie dans le côté shadow work, tu sais. On fait plein de gros bisous à White, qui est l'administrateur du chat. On embrasse donc White, mais aussi Marc, qui est notre modérateur. Franchement, White, tu fais un super boulot pour le chat. On est aux petits oignons, vraiment. Et il nous informe en fait que il va y avoir pour les fêtes de fin d'année des rajouts de stickers pour que ce soit encore plus joli pour le chat. Et tu as un message, Alexandra, de Morgana. Elle nous dit donc coucou d'Héloïse Alexandra. Cette semaine à Glastonbury à Valence, sous ta guidance, une expérience forte et marquante dans ma vie. Donc tu as quelqu'un qui partage ça avec toi. Oui, c'est une de mes participantes justement à la retraite, Héloïse, qui
qui a fait en fait voilà cette retraite là ensemble, et ça a été effectivement un énorme moment de partage, même déjà de pouvoir l'accompagner là-bas, pour moi c'était très puissant, et je suis ravie voilà qu'elle ait eu aussi cette forte expérience. Donc c'est toujours très émouvant de savoir que là ça a pu aussi apporter tout autant que les gens peuvent nous apporter à nous. Et donc justement, comment ça se décompose? Parce que je vois par rapport à ton plan, est-ce que tu as des petites subtilités à nous rajouter pour justement nous aider à travailler sur ces parts d'ombre, pour les transcender encore plus, si par exemple on la connaît pas? Il y a des petites subtilités, je sais pas, par rapport à des méditations, des lieux où on peut aller? Alors effectivement, voilà, des petites suggestions que je vais vous faire voilà, pour travailler cette Morgane-là. Oui. Donc effectivement, bah là, on est donc dans cette idée de travailler avec les énergies d'Avalon, parce que c'est une gardienne d'Avalon. Donc effectivement, bah, vous pouvez bien évidemment faire vos propres méditations en allant à Avalon, en fait, comme vous pouvez le faire par vous-même ou par des méditations guidées. J'en ai de nombreuses qui vous emmènent à Avalon. Mais voilà, où là, vous pouvez aussi avoir votre sanctuaire personnel, qui peut être une espèce de reproduction en fait d'Avalon qui est la vôtre. Moi, je sais que c'est comme ça, par exemple, que je travaille, et faire appel simplement dans votre espace de sanctuaire personnel à cette Morgane. Donc, d'appeler la Morgane sage pour être notre guide dans le passé, pour nous permettre de travailler avec certains nœuds de notre passé. Donc, ça peut être effectivement un type de travail qu'on peut mettre en place. Donc, faire une invocation, en fait, véritablement dans un rituel méditatif que vous allez faire. Ça peut être aussi de créer votre hôtel aussi dans votre espace personnel, de créer votre hôtel avec les différents éléments. On peut avoir justement peut-être des branches d'if avec lesquelles travailler, ou justement, encore une fois, le corbeau restera toujours un symbole universel pour les différentes Morganes. Donc, vous pouvez travailler aussi avec ça pour pouvoir générer cette énergie, comme on dit, de magie saphatique, c'est-à-dire de mettre différents éléments qui appartiennent à cette Morgane-là pour travailler avec. Et donc, par exemple, si vous voulez travailler sur vos ancêtres, sur votre hôtel, vous pouvez mettre justement des photos ou des objets qui ont appartenu à certains de vos ancêtres pour vous aider dans cette quête d'exploration du passé avec cette Morgane-là. Ça peut être également, si vous êtes moins dans le côté méditation rituelle, ça peut être aussi tout simplement d'aller se promener dans des forêts où il y a des ifs. Donc, il y a plusieurs forêts en France où vous allez pouvoir retrouver des ifs. Et justement, si vous avez cet attrait en fait pour travailler avec le végétal, peut-être simplement être en contact de cet arbre-là, donc pouvoir toucher physiquement cet arbre-là. Mais si du coup vous n'êtes pas dans des lieux où il y a des ifs à proximité, après on peut travailler sur un plan beaucoup plus subtil avec cet arbre-là, que ça soit via un oracle des arbres avec des oghams. Donc les oghams, ce sont donc les runes celtiques, c'est-à-dire ce ne sont pas des lettres comme les runes du futark chez les Nordiques. Les oghams, ce sont justement des traits des traits verticaux et horizontaux qui symbolisent différentes lettres, mais qui sont toutes reliées à des arbres dans la tradition celtique, dont l'if justement qui est. Donc on peut travailler par exemple avec la représentation de cet ogham-là que vous allez trouver sur Internet, l'ogham de l'if, pour pouvoir justement vous aider. Ou ça peut être simplement avec une carte qui représente ça. Donc, on peut trouver pas mal de choses pour travailler avec cet arbre-là. Après, à vérifier, mais je pense que alors pas forcément en fleur de bac, mais peut-être du coup, en préparation, il peut y avoir en fait des préparations d'if. Ils ne sont pas à consommer, bien évidemment, mais en termes de senteur, etc., que vous pouvez utiliser. Donc, il y a plein de choses possibles qu'on peut faire pour justement manifester ce travail du portail. Parce que là, effectivement, vous cherchez avec cette Morgane-là à explorer votre passé. Donc, l'IF peut servir justement de portail pour vous y amener. Ou, du coup, comme je disais, c'est un travail plus méditatif, plus rituel que vous pouvez faire en vous aidant de différentes représentations. Oui. Soit de cette Morgane-là, soit justement d'éléments de vos ancêtres que vous allez pouvoir mettre sur votre hôtel, autour de vous, pour pouvoir travailler avec ça. Bien évidemment, comme beaucoup le savez probablement, qu'on travaille avec le monde des défunts, qu'on soit passeur d'âme, etc. Il est toujours essentiel, même je dirais même c'est à étendre dans n'importe quel travail de magie, de faire un cercle de protection
avant de faire votre rituel, donc pour éviter justement tout type d'énergie négative qui pourrait vouloir entrer ou simplement des choses qui pourraient rester sur ce plan-là. Donc l'idée, voilà, vous pouvez faire un cercle de protection comme vous en avez l'habitude. Vous pouvez demander la protection de cette Morgane sage pour pouvoir vous accompagner dans ça. Et du coup, faire justement ce petit moment rituel avec les différents questionnements que je vous ai donnés. Donc, par exemple, ça peut être soit quel est l'aspect de mon passé que j'ai besoin de connaître pour pouvoir comprendre à quel point ça pèse encore sur mon présent, quelles sont la vulnérabilité que je veux cacher, quels sont les blocages que je vis actuellement et que j'ai besoin de débloquer. Donc, tous ces questionnements-là qu'on peut se faire parfois justement en méditation, vous pouvez invoquer cette phrase dans votre tête, cette question dans votre tête et voir en fait qu'est-ce qui répond. C'est-à-dire dans une méditation, une fois que vous êtes arrivé dans votre espace de sanctuaire personnel, voilà, imaginaire, entre guillemets, ce côté méditatif, vous invoquez la présence de cette Morgane dans votre espace, dans son sanctuaire personnel, et vous lui posez cette question mentalement, j'ai envie de dire, et là vous attendez de voir qu'est-ce qui vient. Donc, dans un état méditatif, justement, le mental est un peu moins présent normalement, et ce qui nous permet d'être à l'écoute d'autres types de ressentis, que ce soit par des intuitions qui vont vous venir en tête, des images ou des souvenirs qui vont s'imposer à votre esprit à ce moment-là, ou encore même des sensations dans votre corps physiquement. Des lieux, par exemple, si vous posez la question qu'est-ce qui est bloqué en moi en ce moment, vous pouvez par exemple avoir une sensation forte au niveau du cœur ou au niveau de la gorge qui peut vous indiquer que au niveau de ces chakras-là et donc de la fonction de ces chakras-là, le blocage se met à cet endroit-là. Et donc là, ça peut être intéressant justement de creuser. C'est bloqué comment? Est-ce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur qui coince? Est-ce que c'est quelque chose qui me coince de l'extérieur? Et donc en fait, faire encore une fois ce petit cheminement à la Sherlock Holmes, j'ai envie de dire, pour arriver à comprendre le message de ce blocage. Qu'est-ce qui est bloqué? Par exemple, si c'est au niveau de la chakra de la gorge, est-ce que c'est quelqu'un qui m'empêche de parler? Est-ce que c'est moi-même qui m'empêche de parler sur un sujet en particulier ou sur en général? Voilà, donc ce genre de choses en fait qui peut nous aider. Donc on peut faire appel, voilà, à cette énergie de cette Morgane-là pour nous guider en fait à avoir ces différentes réponses sous une forme ou sous une autre, dépendamment notre sens de prédilection, c'est-à-dire que certaines personnes vont avoir plus de clairvoyance, donc vont voir des images, des couleurs, etc. D'autres plus dans la clairaudience, donc vont entendre des messages qui soient physiquement murmurés à votre oreille ou qu'ils soient simplement des messages dans votre tête que vous entendez. D'autres personnes qui sont plus clairsentientes vont pour le coup, elles, avoir plus ce côté sensation physique. Et tout ce qui va être plus, travail avec l'eau, les gens qui sont plus dans la magie de l'eau, eux vont avoir plus ce qu'on appelle des ressentis émotionnels, donc des émotions qui vont remonter, liées ou non à une situation ou à un souvenir qui vont se remémorer. Donc c'est un peu ce type de travail, voilà, qu'on peut faire avec cette Morgane-là. Oui. Ces types de suggestions qu'on peut avoir. Est-ce que toi, tu as eu un petit souvenir de tes premières fois où tu as pu te connecter à cette Morgane? Est-ce que tu veux partager un petit souvenir comme ça? Effectivement, dans mon travail personnel, c'est-à-dire que pour moi, j'ai pas forcément travaillé directement avec les Morganes une par une, mais comme je travaillais avec Morgane, qui adopte elle-même en fait différentes facettes, c'est pour ça moi, du coup j'en avais parlé au départ, je me suis inspirée de cette vision-là pour vous parler de ces 9 Morganes, donc les 9 visages au final de Morgane. Donc en fait j'ai travaillé avec cette Morgane-là, mais sous la forme de Morgane. Je sais pas si c'est plus clair. Oui. Mais donc, effectivement, oui, donc avec cet aspect de la crone, donc de la femme sage, qui nous met dans son chaudron un peu à la Kiridwen. Encore une fois, on rejoint beaucoup de traditions comme ça. Et effectivement, alors moi, j'ai plus travaillé par rapport à des vies antérieures, qui a un lien avec les ancêtres. Encore que, d'ailleurs, j'ai fait un petit peu les deux. Mais du coup, oui, ce sont des moments qui sont très forts et qui sont, pour le coup, très... c'est un peu comme ce que j'expliquais au départ, en fait, c'est des changements imminents et drastiques. C'est-à-dire que d'un coup, c'est vraiment presque le eureka, d'une certaine manière, en fait, où
on comprend en fait tous les tenants aboutissants de qu'est-ce qui est problématique. Donc, comme je dis, c'est pas toujours évident à encaisser, mais une fois qu'on a cette réponse-là, j'avoue que malgré tout, ça nous donne une guidance pour pouvoir aller de l'avant en fait et se libérer autant que possible et dans un temps qui n'est pas forcément toujours rapide. Hein. On peut prendre parfois plusieurs mois, années pour s'en libérer, mais au moins on en est conscient et on sait qu'on travaille dessus. Donc là, effectivement, c'est moi, le travail de l'ombre n'a jamais été quelque chose qui m'a fait peur. Au contraire, justement, je trouvais ça très apaisant et très calme en un certain sens, parce qu'on allait vraiment chercher la racine du problème, en fait. Donc, plonger dans les profondeurs, pour moi, n'est pas effrayant, comme pour d'autres personnes, ça peut l'être. Donc, une fois qu'on sait que rien ne nous veut du mal, en fait, c'est simplement qu'on a du mal à se confronter à nous-mêmes, tout simplement. Donc, c'est vrai que c'est un très beau travail, elles encouragent à faire. Et donc, quand on a justement ce guide-là qui peut nous aider, donc qui prennent la forme de cette Morgane sage, ou qui prennent la forme de Kéridwen, ou de la Banshee, peu importe, voilà, vos croyances. Là, effectivement, je vous présente en lien avec Avalon, mais ça, on peut trouver des archétypes similaires dans d'autres traditions. C'est effectivement à ce moment-là de l'année, à ce temps de Samhain, donc qui n'est pas sur juste une date, comme on sait, hein, c'est un temps qui est un petit peu étendu. C'est un beau travail justement à vous offrir pour pouvoir passer ces étapes-là et un peu vous défaire de tous ces différents blocages ou à tout le moins mettre le doigt sur ce qui bloque. Donc effectivement, ces petites suggestions de travail avec elles peuvent vous aider énormément. Pareil, là, je vous ai proposé pour ce mois-ci, la petite proposition rituelle de ce mois-ci, c'est de travailler avec une potion. Donc, moi, ce que j'ai appelé la potion de l'Awen. Donc, l'Awen, dans la tradition celtique, druidique, c'est justement la sagesse universelle. Donc, est une potion qui vous permet de traverser le voile entre les mondes et recevoir la sagesse universelle. Donc, vous pouvez justement utiliser cette potion-là pour, juste au début de votre rituel, boire cette potion-là en conscience. Donc, de chaque gorgée, de voir ce que cette potion vous fait dans votre corps, où est-ce qu'elle va dans votre corps, etc. Et ensuite, faire votre méditation pour faire votre travail sur ce passé ou sur ces différentes problématiques que vous pouvez avoir dans votre présent. Et donc là, merci, voilà, Alina, tu l'as mise sur le chat. Donc, du coup, c'est une potion qui est un mix entre de l'armoise commune, des feuilles de guimauve, des feuilles de laurier et de l'anis étoilé. Donc, généralement, voilà, on est en mode, on met à part égale chaque plante, en fait, dans votre tasse. L'idée est d'avoir, justement, près une cuillère à soupe de l'ensemble. Pas de chacune séparément, mais de l'ensemble, et qui va nous permettre, donc chaque plante a été spécialement choisie parce que justement l'armoise travaille sur la clairvoyance et le travail des rêves, la guimauve facilite la communication justement, donc pour pouvoir être dans cette faculté dans le passé de pouvoir communiquer avec son passé, autant donner que recevoir. Le laurier va nous permettre justement de travailler plus le côté mémoire, d'apaiser justement nos phobies et de dépasser en fait nos limites pour rendre tout ce qui est inaccessible, devenir accessible de nouveau. Et l'anis étoilé, donc si vous avez déjà vu un anis étoilé, souvent ressemble à un petit pentacle, va nous apporter justement la protection dans ce travail-là, aider à la purification, mais également cette plante-là est souvent associée à l'appel des esprits. Donc on est sur un bon combo, donc une potion qui a quand même un goût assez fort entre l'anis étoilé et le laurier, l'armoise qui est un petit peu aussi amère. Mais on est vraiment sur une potion, Morgana, enfin Héloïse qui nous a partagé tout à l'heure pourra en témoigner parce qu'elle l'a bu durant la retraite, nous permet vraiment de pouvoir être accompagnée en faisant ce travail, donc avec la magie des plantes justement qui va venir servir d'allié en plus de cette Morgane sage pour pouvoir faire ce travail-là. Donc si vous avez besoin de petits conseils, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous donne la petite recette. Et vous avez également sur mon site, que je l'avais mis aussi, je vous ai mis aussi une autre liste de plantes. Pour cette année, j'ai préparé un rituel qui s'appelle Honorer tes ancêtres. Là, je vous l'ai mis dans le chat, mais je le mettrai dans le replay en description. Où pareil, je vous donne différentes autres plantes aussi pour travailler avec et la petite toute la petite procédure en fait pour pouvoir faire votre travail méditatif avec cette potion-là, donc en conscience de cette potion-là pour pouvoir accéder à votre passé. Donc voilà un petit peu les petits trucs et astuces et les petites recettes pour travailler avec cette Morgane. Ça promet.
Et pour conclure ta merveilleuse chronique, eh bien, il y a peut-être des actualités, des choses comme ça à nous transmettre. Alors, en petite actu du moment, là, je vous parlais justement par rapport au travail méditatif, les différents sens que l'on peut développer et avoir de manière naturelle. Si justement vous voulez un petit peu plus creuser sur quel est votre sens de prédilection, votre magie de prédilection, eh bien du coup j'ai un petit programme qui s'appelle Découvre ta magie, un petit programme d'un mois qui peut être fait en présentiel ou en distanciel et qui du coup vous donnera un petit peu les clés de ce mode d'emploi personnel pour vous ouvrir les portes de votre magie. Waouh! Il y a du monde là qui est là, qui se rajoute. Il y a Mona qui est là. Elle dit je bois tes paroles et comme d'habitude tes mots viennent déjà vibrer là où ça me travaille en ce moment. Donc c'est magnifique, Mona. On te fait gros bisous. Ah, ma chère petite Mona. Merci, Mona. Et tu as de magnifiques personnes autour de toi. Hein. C'est génial. Je suis très chanceuse. J'ai des clientes fabuleuses, des femmes avec lesquelles c'est un bonheur de travailler et autant de ce que je peux leur apporter qui les aide sur leur cheminement, mais comme on le dit très souvent, on n'attire pas les gens par hasard et ça moi-même ça m'amène aussi beaucoup de choses et c'est vraiment un bonheur de pouvoir faire ce travail ensemble. Tu verras, il y a des messages, il y a Morgana qui te pose une question, donc tu liras tranquillou. Mes très chers enchanteurs, on va donc faire une petite pause musicale. Je vais donc faire le tirage au sort. Si vous êtes abonné à la newsletter des enchanteurs qu'on envoie chaque vendredi soir pour vous donner effectivement l'actualité de la radio, les émissions à venir. Donc si vous ouvrez celle de vendredi soir, vous êtes automatiquement tiré au sort. Vous êtes dans la liste pour le tirage au sort. Donc on va faire une petite pause musicale. Je te fais plein de gros bisous, ma très chère Alexandra. Et je te dis à très bientôt. Chère Alina. Au revoir. À bientôt. Alors, on va mettre Hera, et oui, comme encore une fois, mais on est dans la magie du Moyen-Âge aujourd'hui. Donc, on y va, c'est parti. Quelques minutes de pause musicale et on se retrouve pour la suite et la fin de l'émission. À tout de suite, les enchanteurs. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. C'est magique, le dimanche matin, c'est magique. Tu peux gagner des cadeaux. Il suffit de jouer pour avoir le gros lot. C'est magique, magique sur Radio Antasia. C'est magique, magique le dimanche matin. C'est magique, magique avec un chouette équipe. C'est magique, magique sur Radio Antasia. C'est magique, magique avec Alina. C'est magique, magique avec un chouette équipe. C'est magique, magique sur Radio Mystère et magie. Réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui, mes très chers enchanteurs, c'est magique le dimanche matin, puisque chaque premier et quatrième dimanche du mois, il y a des cadeaux à gagner. Donc, chaque quatrième dimanche du mois, on fait venir l'enchanteur qui joue. Pour jouer, donc, il doit envoyer un mail pendant le live. Je rappelle, c'est pendant le live entre 10h et midi et pas en rediffusion entre 16h et 18h. Au passage, je fais un gros bisou à Sofiane s'il nous écoute en rediffusion, parce que le pauvre Poussina, il a cru la semaine dernière en écoutant la rediffusion, qu'il pouvait jouer et en fait, on avait déjà eu le gagnant. Donc surtout, n'hésitez pas à venir le matin entre 10h et midi. Et si vous nous écoutez dans l'après-midi, c'est la rediffusion bien sûr de cette émission. Et donc chaque quatrième dimanche du mois, on fait venir l'enchanteur quand il a participé, quand il a envoyé le mail. Et par contre, chaque premier dimanche matin du mois, là c'est quoi? C'est le tirage au sort. Donc il faut être abonné à la newsletter, faire une demande pour pouvoir avoir la newsletter. Donc vous l'ouvrez tous les vendredis, pas simplement le vendredi qui précède le petit cadeau du dimanche. Et là, écoutez, vous avez été 59 à ouvrir le mail de vendredi soir. Et donc, j'ai fait un tirage au sort. Et attention, poussière d'étoiles, qui est le gagnant ou gagnante? Non, c'est un gagnant. Ça change. C'est un garçon, c'est Antonin qui a gagné. Donc, on te fait plein de gros bisous, Antonin. Je te remercie d'avoir ouvert la newsletter et je remercie les 58 autres enchanteurs qui ont ouvert la newsletter là ce vendredi soir. Et oui,
entre vendredi et aujourd'hui. C'est juste magnifique aux petits oignons. Donc Antonin, je vais te contacter en off, comme j'ai pu faire pour Save juste avant, et encore juste avant mois de septembre. Donc je te contacte par mail. Je vais te demander un livre de ton choix que tu souhaiteras recevoir à la maison. Je rappelle, c'est un livre de votre choix. Vous me transmettrez effectivement vos coordonnées pour que vous puissiez recevoir ce joli livre à la maison. Et oui, c'est magique. Alors attention, parce qu'il y a les frais de port en plus. C'est pour ça qu'il faut choisir un livre de moins de 20 €, mes très chers enchanteurs. Alors, il est 12h09. On va se laisser. Avant cela, on sera de retour pour le journal des sorcières en direct aujourd'hui entre 13h et 14h et en rediffusion aux alentours de 18h10 jusqu'à 19h, etc. Et donc, n'hésitez pas, très chers enchanteurs, à venir pour le journal des sorcières tout à l'heure à 13h parce que je serai avec Eric Cooper. Et oui, c'est le créateur de la croisière folk. D'ailleurs, ce soir, il y a la croisière folk comme chaque dimanche à 20h. Donc, il sera parmi nous en live pour nous parler un petit peu de tous les bons plans, les sorties, toutes les petites choses qui émergent dans son cœur, qu'il a envie de transmettre pour vous, mes très chers enchanteurs. Et on aura aussi Pascal Le Breton qui nous parlera effectivement plein de belles choses aussi, de l'actualité, de tout ce qui se passe en Bretagne. On vous fait gros bisous les garçons. Et à 13h45, pendant quelques minutes, on va appeler notre magnifique Lounaya qui est en direct, en direct en Dordogne, à aller au marché des sorcières. Donc si vous êtes en Dordogne, peut-être que vous pouvez aller faire un petit coucou, même peut-être pourquoi pas passer à l'antenne. Vous cherchez Lounaya, et bien évidemment, elle sera avec nous pendant quelques minutes pour nous montrer un petit peu l'ambiance et son ressenti de ce joli marché des sorcières. Elle sera aussi avec d'autres personnes, ce sera la surprise, je ne vous en dis pas plus. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas donc ce soir la croisière folk entre 20h et 21h, et aussi ce soir à 21h, la rediffusion de Speak and Spell qui a eu lieu vendredi dernier, mes très chers enchanteurs. Oui, vendredi dernier, il y a eu donc Speak and Spell. Vous allez avoir la version courte, la version de 2h et non de 3h. Et pour info, ceux qui ont raté, l'émission spéciale Halloween qu'on a fait là ce vendredi, elle sera en rediffusion vendredi prochain. Ah, que du bonheur. On était avec Braji Belovac. C'était juste magnifique de parler de plein de belles choses autour des portails énergétiques, surnaturels. Il nous a transmis énormément de belles choses, Braji, son expérience, qu'est-ce qu'il a vécu tout au long de sa vie, de son enfance. Ça a été juste magique aux petits oignons. Enfin, moi, j'ai adoré. Et donc, je crois a priori que d'autres enchanteurs ont aussi beaucoup aimé. Je vous fais plein de gros bisous et encore merci à toutes et à tous. Je réitère, vraiment, vous êtes merveilleux. Voilà, c'est que du bonheur de vous avoir au sein de la radio. Et écoutez, passez un très bon week-end de la saison sombre qui débute là. Ça y est, aujourd'hui, ça débute. On y va. On va entrer dans la saison sombre avec grande magie et enchantement. Je fais plein de gros bisous et je vous dis donc, à la semaine prochaine pour d'autres aventures magiques et féeriques. Ciao et bon dimanche.